Ma prof d'anglais nous avait fait signer un contrat pour qu'on garde le silence absolu en classe. Et pourtant, elle m'a collé une retenue juste parce que j'ai soufflé quelques mots à un camarade en pleine crise de panique pendant qu'elle corrigeait ses copies. Plus tard, en cours de sciences, j'ai pioché dans mon sac en pensant attraper ma barre de céréales. Sauf qu'à la première bouchée, j'ai su que ça tournait mal. Ce goût de beurre de cacahuète, immonde et bien trop familier. J'ai compris que la barre protéinée de mon ami s'était retrouvée dans mon sac par mégarde, sûrement quand on avait bossé ensemble. Il me fallait mon épipène. Et vite. J'ai eu un haut-le-cœur en sentant ma gorge se resserrer. J'ai bredouillé. Je viens de manger des cacahuètes. La prof remplaçante, tranquillement installée à son bureau en train de grignoter des cacahuètes, a à peine levé les yeux. Arrête ton cinéma. Les allergies, c'est psychologique. Non, vous comprenez pas. Ma langue gonflait déjà. J'avais laissé mon épipène à la maison, pensant que c'était sans risque vu qu'il y en a toujours un d'urgence dans chaque salle. S'il vous plaît, l'armoire à médicaments. Reste assise. Elle s'est levée et s'est approchée de l'armoire, mais au lieu de l'ouvrir, elle s'est adossée dessus, bras croisés. Tu sais ce que mes parents ont fait quand j'ai dit que j'étais allergique aux chats? Ils m'ont enfermée avec 3 matous. Et le lendemain, fini, plus d'allergie. Katie a bondi vers l'armoire. Elle ne fait pas semblant. Elle a vraiment besoin d'aide. Mais la remplaçante lui a barré le passage. La seule chose qui la tue, c'est son imagination. Et là, elle a eu un geste que je n'oublierai jamais. Elle s'est dirigée vers la porte, a tourné la clé et a glissé la clé dans sa poche. Personne ne sort tant qu'elle n'aura pas avoué qu'elle simule. Ce rôle de victime, c'est ce qui vous pourrit, votre génération. Appelez une ambulance, a hurlé quelqu'un en dégainant son téléphone. Les téléphones, dans la boîte, tout de suite, a aboyé la remplaçante en brandissant la boîte à téléphone. Sinon, c'est l'exclusion. Ma gorge me brûlait comme si on me serrait un garrot autour du cou. 6 minutes. C'est le délai que le médecin m'avait fait retenir, le temps avant que ça devienne irréversible. C'est à ce moment que Danielle, mon ex, a lâché. Elle nous a déjà fait le coup l'an dernier. La remplaçante lui a lancé un sourire complice. Tu vois, même lui sait que tu fais du cinéma. Et elle est revenue vers moi, exhibant son sachet de cacahuètes. Mes parents m'ont prouvé que les allergies, c'est dans la tête, quand j'avais 5 ans. Elle s'est servie une poignée de cacahuètes et les a écrasées sur mon bureau, lentement, comme pour me provoquer. Ça s'appelle la thérapie par exposition. C'est pour ton bien. Il y avait de la poudre partout. J'ai senti le sang couler de mon nez et mes lèvres ont commencé à enfler. Katie a crié « Regardez-la !» La remplaçante l'a repoussée sur sa chaise. Réaction psychosomatique. Elle y croit tellement que son corps suit. C'est à ce moment-là que Tommy s'est touché le cou, les yeux gonflants jusqu'à se fermer complètement. « Je ne vois plus! Je vois plus rien !» La panique s'est emparée de la classe. Les élèves vidèrent leurs sacs par terre à la recherche d'un épipène. Il y en a un là. Sarah pleurait à chaudes larmes, tentant d'éponger le sang qui coulait de mon nez avec son t-shirt. « Ne meurs pas, s'il te plaît. Reste avec nous. » Jack a foncé sur la porte, la secouant de toutes ses forces. « Ouvrez, s'il vous plaît! Ouvrez !» La remplaçante a explosé de rire. « Remets-toi à ta place ou tu es viré. » Jack n'a rien lâché, secouant la poignée jusqu'à faire trembler la porte. « À l'aide! Quelqu'un ?» D'autres se sont mis à frapper sur la porte. Poing serré. À travers le hublot, Monsieur Peterson, le prof du cours d'à côté, a jeté un œil, mais la remplaçante s'est plantée devant la vitre, a fait mine de lever le pouce, puis a baissé le store. Il est reparti, sans rien faire. « C'est de la séquestration !» a crié Katie. Il restait 3 minutes. Mon sang goûtait sur le bureau. Tommy se griffait la gorge. Lisa était recroquevillée dans un coin, en train de vomir de peur. 2 filles pleuraient, serrées l'une contre l'autre, tandis que d'autres restaient pétrifiées, incapables du moindre geste. La remplaçante, elle, riait franchement. Bravo pour le show, même si le faux sang, c'est un peu exagéré. Jack, qui n'était même pas vraiment mon copain, a tenté de me faire du bouche à bouche alors que j'étais encore consciente et que j'étouffais. Daniel l'a plaqué au sol. Je la connais mieux que toi. C'est pour ça que tu l'as traitée de drama queen, c'est ça? A rétorqué Jack. Regardez-les, ces deux-là, prêts à se battre pour attirer l'attention de la reine du drame. La remplaçante a avalé une cacahuète de plus. C'était exactement ce qu'elle voulait. Je sentais que je virais au bleu, de la mousse au coin des lèvres. Katie a fracassé l'armoire à pharmacie avec une chaise. La remplaçante lui a saisi le poignet. Dégradation de matériel. Ça, c'est l'exclusion directe. Mais elle va mourir. Mike a plaqué la remplaçante contre le mur. Vous voulez finir au commissariat pour violence? Je porterai plainte contre vous tous. Je me suis levée, mais je n'arrivais même plus à tenir debout. Une seule idée me traversait, l'extincteur, accroché au mur. J'ai fini par ramper à 4 pattes pour l'atteindre. Regardez-la! Quelle comédienne! A lâché la remplaçante avec un rictus. Elle rampe pour faire sa malheureuse. Mon corps ne répondait plus. Une seconde, j'étais prête à lancer l'extincteur sur la porte. La suivante, je me protégeais le visage pour éviter les éclats de verre. Crash! La remplaçante s'est retournée. Vandalisme! Tu vas finir en prison! J'ai passé le bras à travers la vitre brisée, me coupant au passage, et j'ai cherché la serrure à tâtons. « Stoppez-la !» a gueulé la remplaçante, mais Mike et Katie la tenaient en respect. J'ai tourné la clé, et la porte s'est ouverte à la volée. Je me suis effondrée dans le couloir, juste quand les autres profs accouraient. « Appelez une ambulance !» a hurlé quelqu'un. Au fond de la salle, la remplaçante continuait à vociférer. « Ils font tous semblant, c'est de l'hystérie collective. Les secours ont dit que mon cœur s'était arrêté 3 minutes. Ils m'ont réanimée là, sur place, tandis que d'autres ambulances arrivaient. Mademoiselle Blade a été virée et elle s'est retrouvée blacklistée de toutes les écoles du coin.
2 semaines plus tard, on était en classe quand le prof nous a appris la nouvelle. Après avoir appris qu'il resterait à moitié aveugle à vie, Tommy s'était donné la mort. Tout ça à cause de Mademoiselle Blade. C'est là que j'ai compris que la renvoyer ne suffisait pas. Il fallait la briser. Un silence de plomb. La main de Katie a cherché la mienne sous la table et l'a serrée si fort que j'en ai eu le souffle coupé. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais il y avait cette lueur en elle, dure, furieuse. La cloche a sonné et les élèves se sont rués dehors, mais en étant restés assises jusqu'à ce que la classe soit vide. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré « Virez Mademoiselle Blade, c'est loin d'être suffisant ». J'ai acquiescé, la gorge tellement nouée que j'étais incapable d'articuler un mot. Une fois le cours terminé, j'ai filé à l'hôpital pour mon rendez-vous de suivi. Le médecin m'a fait passer une caméra dans la gorge et a pris des photos de mes cicatrices. Il m'a montré les images sur l'écran, en pointant les zones abîmées. Mes voies respiratoires étaient définitivement rétrécies de 15%. Il m'a fait m'entraîner à utiliser mon nouvel épipène encore et encore, à le planter dans une orange jusqu'à ce que le geste devienne automatique. Il m'a observé 3 fois avant de signer ma sortie. Le lendemain, en traversant le couloir principal du lycée, j'ai croisé M. Peterson. En me reconnaissant, il a blêmi, a fait demi-tour et s'est presque enfui dans une salle vide. Je suis restée plantée là, les poings si serrés que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Il m'a vu mourir derrière cette vitre et il est quand même reparti. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un message de Katie. Elle montait un groupe de discussion avec toute la classe. Sarah a rejoint la conversation la première, puis Mike, puis Jack. Même Lisa, qui avait vomi, est venue. On devait accorder nos versions pour la suite. Le lendemain matin, ma mère m'a emmenée au commissariat. L'officier qui prenait ma déposition me faisait répéter sans cesse l'histoire de la porte verrouillée, notant chaque détail de ces 6 minutes. J'ai passé plus de 2 heures assise sur cette chaise en plastique à tout raconter, encore et encore. Il m'a demandé si j'avais une preuve autre que nos témoignages. 3 jours plus tard, les funérailles de Tommy ont eu lieu dans le gymnase du lycée. La moitié de la classe de sciences est venue, l'autre moitié est restée chez elle. Sa mère se tenait devant, la photo de classe de Tommy serrée contre elle, et après le départ de tout le monde, je me suis approchée de ces photos. J'ai effleuré l'une d'elles et je lui ai promis que Mademoiselle Blade paierait vraiment pour ce qu'elle avait fait. Dès le lundi, tout le lycée ne parlait plus que de ça, mais pas du tout comme on l'aurait cru. Certains disaient que ce n'était qu'un délire collectif et qu'on avait tout exagéré. À la cantine, une fille d'une autre classe a même affirmé que Tommy faisait semblant d'être aveugle. J'ai jeté mon plateau à la poubelle et je suis partie avant de craquer. Jack m'a retrouvée après les cours, près de mon casier, embarrassée. Il n'arrêtait pas de s'excuser d'avoir tenté le bouche à bouche alors que j'étais encore consciente, expliquant qu'il avait paniqué et ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, même si le souvenir de sa bouche sur la mienne alors que j'étouffais me donnait la chair de poule. Le soir, Daniel m'a envoyé un long message décousu sur Instagram. Il s'excusait, mais sans vraiment le faire, prétendant qu'il avait juste essayé de calmer tout le monde. Il disait qu'il me connaissait mieux que personne et voulait m'aider. Je l'ai bloqué après avoir lu sa dernière phrase, où il suggérait qu'on devrait en parler face à face. Le lendemain, l'infirmière scolaire m'a appelé pour m'expliquer leur nouveau protocole en cas d'allergie. Elle m'a montré les nouvelles stations d'épipènes, installées un peu partout dans le bâtiment, verrouillées dans des boîtes spéciales. Chaque boîte nécessitait une clé, disponible uniquement au secrétariat. Elle m'a remis une carte plastifiée avec les emplacements, mais les clés restaient hors de portée. Cet après-midi-là, j'ai reçu un mail du rectorat alors que j'étais assise sur mon lit, encore épuisée par tout ça. Le sujet était « Mise à jour importante concernant l'incident récent » et le message ne faisait que 3 lignes, expliquant que Mademoiselle Blade avait été licenciée et interdite d'exercer dans tout l'État suite à un manquement grave au protocole de sécurité. Pas un mot sur les 3 minutes où j'avais été morte, ni sur la cécité de Tommy, ni sur ce qui s'était réellement passé. Ma mère a lu le message par-dessus mon épaule, puis elle a balancé son téléphone à travers la pièce. Katie est arrivée chez moi vers 19h avec un énorme cahier et un dossier bourré de papier qu'elle a étalé sur la table de la cuisine. Elle a dit qu'il fallait tout consigner, chaque souvenir, chaque symptôme qui me restait, parce que si on voulait vraiment que Mademoiselle Blade réponde de ses actes, il faudrait des preuves solides, pas juste son renvoi. J'avais encore parfois les mains qui tremblaient, la tête qui tournait dès que je me levais trop vite, et Katie notait tout, bien consciencieusement. Le lendemain matin, le lycée a appelé. Le proviseur Barfield voulait nous voir, ma mère et moi, d'urgence. Franchement, avec cette histoire de zéro arachide, on touchait le fond. Cette prof avait transformé un simple cours de sciences en film d'horreur, à grignoter pendant que des élèves mouraient sous ses yeux. On s'est rendus à son bureau. Il nous attendait, l'air grave, les doigts croisés, et il a commencé à expliquer qu'il fallait régler ça discrètement, éviter que ça n'éclate ou ne salisse la réputation de l'établissement. Ma mère s'est levée d'un bond, faisant tomber sa chaise, et lui a demandé s'il pensait vraiment que voir sa propre fille mourir 3 minutes, c'était un problème inutile. Il a eu le toupet de répondre que le lycée avait déjà fait ce qu'il fallait et qu'il valait mieux tourner la page. 2 jours plus tard, un inspecteur nommé Darren Boudreau nous a appelés pour annoncer qu'il était chargé d'enquêter sur des accusations pénales possibles contre Mademoiselle Blade, notamment pour mise en danger d'enfants et séquestration. Il est venu l'après-midi même, muni d'un dictaphone,
et j'ai passé presque 2 heures à lui raconter tout dans les moindres détails. Quand j'ai évoqué l'histoire de la porte verrouillée, il a posé son stylo, m'a regardé et m'a dit que ça changeait tout juridiquement parce que cela ajoutait la séquestration à l'affaire. Ce soir-là, alors que j'essayais de faire mes devoirs, j'ai soudain manqué d'air. J'ai eu l'impression d'être à nouveau au sol, dans la salle de classe, rampant vers la porte alors que ma gorge se refermait. J'ai attrapé un carnet et j'ai tout couché sur le papier, chaque détail de ces 6 minutes, parce qu'il fallait que ça sorte de ma tête avant de me rendre folle. J'ai écrit le goût du beurre de cacahuète, le sang qui coulait de mon nez, la sensation glacée des carreaux sous mes mains lorsque je rampais. Katie avait organisé une réunion chez elle pour rassembler tous ceux de la classe qui voulaient s'impliquer, et on s'est retrouvés dans sa cave à échafauder un plan. On s'est dit que pour faire tomber Miss Blade, il faudrait 3 choses. Des poursuites pénales pour qu'elle aille en prison, des actions civiles pour la ruiner, et surtout, que tout le monde soit au courant de ce qu'elle avait fait pour qu'elle ne puisse plus jamais approcher un élève. Katie a confié à Mike la tâche de chercher des affaires similaires, à Sarah de réunir les dossiers médicaux, et chacun s'est vu attribuer un rôle. De son côté, ma mère a déniché un avocat, Gray Bellamy, spécialisé dans les dossiers de négligence scolaire, et on est allé le voir dans son cabinet du centre-ville, où des tas de distinctions couvraient les murs. Il nous a expliqué que pour gagner, il faudrait prouver que l'école était au courant, ou aurait dû l'être du danger que représentait Miss Blade, ce qui voulait dire obtenir son dossier professionnel et d'éventuelles plaintes déposées ailleurs. Selon lui, la procédure de découverte nous permettrait d'exiger tous ces dossiers. Et c'est là qu'on verrait si l'école avait fermé les yeux sur des signaux d'alerte. J'ai aussi commencé à consulter un psychologue, Emmett Bloom, 2 fois par semaine parce que je faisais des crises d'angoisse dès que je sentais du beurre de cacahuète ou qu'une porte claquait. Il m'a appris des exercices de respiration, inspirer en comptant jusqu'à 4, bloquer pendant 4 secondes, puis expirer sur 4. Et ça m'a un peu calmée. Il m'a dit que ce que j'avais vécu, c'était un vrai traumatisme, qu'il était normal que je sois en colère et que je n'avais pas à culpabiliser si je voulais obtenir justice. Une semaine plus tard, un certain Gordon Bowles du service juridique du rectorat a débarqué au lycée pour interroger tous les élèves présents ce jour-là. Il nous a fait sortir un à un de cours, mais on voyait bien qu'il cherchait avant tout à protéger l'établissement d'un procès. Il posait des questions biaisées, du genre si on n'avait pas mal compris Miss Blade ou si elle voulait juste nous apprendre à être vigilants. Il a vraiment demandé à Katie si elle pensait que Mademoiselle Blade avait prévu d'ouvrir le placard après, et elle l'a remis à sa place. Mademoiselle Blade m'a regardé devenir bleue et bavert, alors quel message voulait-elle faire passer, exactement? Peu après, un journaliste local, Jasper Beckwith, a commencé à appeler tout le monde pour recueillir nos témoignages dans le cadre de son enquête. Katie voulait qu'on lui parle pour rétablir la vérité, mais Gray Bellamy nous a conseillé d'attendre de voir dans quel sens il comptait orienter son article, parce que parfois, les journalistes retournent tout et essaient de faire passer les victimes pour les coupables. 2 jours plus tard, j'étais dans le bureau de Gray Bellamy, en train de signer une montagne de papier pendant qu'il m'expliquait chaque page, avec son assistante qui faisait des photocopies à côté. Les honoraires étaient exorbitants par rapport à ce que ma famille pouvait payer, mais il nous a assuré qu'on pourrait régler après, en plusieurs fois, une fois l'affaire terminée. Ma mère a aussi dû signer, vu que j'étais mineure, et ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à écrire son nom. Les murs du bureau étaient au couvert d'articles sur ses victoires, dont 12 concernaient des affaires scolaires. J'ai compté en l'écoutant détailler la procédure et les dépositions. Il nous a expliqué que d'avoir 15 témoins qui avaient tout vu rendait notre dossier plus solide que la plupart des dossiers de négligence dont il s'était occupé jusque-là. 3 jours plus tard, le lycée a annoncé la veillée pour Tommy et tout le monde a dû se rassembler sur le terrain de foot à la 5e heure. Un micro était installé sur la ligne des 50 yards et chacun se relayait pour parler de l'ami que c'était. Quand un élève de seconde a raconté à quel point Tommy avait eu peur et comment il avait passé sa dernière semaine terrifié à l'idée de perdre la vue, j'ai dû quitter la cérémonie. J'avais la gorge tellement serrée que je n'arrivais plus à respirer et j'ai fini par aller vomir derrière les gradins pendant que les autres allumaient des bougies. Daniel m'a rejointe et m'a dit « Je n'ai jamais voulu te faire de mal ce jour-là ». Je me suis retournée et j'ai lâché. Le fait que tu m'aies traité de théâtrale alors que je criais à l'aide, ça, je ne te le pardonnerai jamais. Il est resté sans voix pendant que je repartais vers le parking, sans lui laisser le temps de répondre. Cet après-midi-là, Gray m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait envoyé les premières demandes officielles de documents au rectorat, notamment les attestations de formation de Mademoiselle Blade et tous les échanges de mails relatifs à l'incident. Le rectorat avait 30 jours pour répondre, mais il m'a prévenu qu'ils risquèrent de prétendre que certains documents n'existaient plus. Gordon Bowles a fixé un nouvel entretien avec moi la semaine suivante, et Gray a insisté pour être présent avec moi en tant qu'avocat. Pendant l'entretien, Gordon faisait tout pour présenter Mademoiselle Blade comme une simple prof dépassée, évitant soigneusement les questions sur le placard verrouillé ou sur Monsieur Peterson qui avait disparu de la salle. J'ai pris soin de revenir sur ces points à 3 reprises, pendant que Gordon tapotait sur son ordinateur, sans jamais croiser mon regard. Pendant ce temps, Jasper Beckwith continuait d'interroger des élèves, et Katie m'a dit qu'il en avait vu 5 séparément pour reconstituer la chronologie du drame, prouvant ainsi combien d'adultes auraient pu intervenir à temps. Elle m'a raconté qu'il avait été vraiment bouleversé en apprenant que Tommy avait pleuré à l'idée de devenir aveugle et la peur qui ne l'avait pas quitté jusqu'à la fin. Le détective Boudreau m'a appelé alors que je faisais mes devoirs pour me donner des nouvelles
final de l'enquête pénale, le procureur envisageait de poursuivre Mademoiselle Blade pour séquestration et mise en danger délibérée d'enfants, vu les éléments collectés. D'après lui, le fait qu'il y ait eu 2 élèves victimes de réactions graves et le décès de Tommy renforçait nettement le dossier par rapport à une plainte isolée. Lors de ma séance suivante avec Emmett Bloom, on a discuté de ma colère, de la façon dont elle me rongeait. Il m'a aidé à comprendre que le but n'était pas de détruire Mademoiselle Blade, seulement de l'empêcher de faire du mal à un autre enfant. Voir les choses sous cet angle m'a vraiment soulagée, même si la colère continuait de me consumer chaque nuit. Gray avait essayé d'obtenir les images de vidéosurveillance du couloir prouvant que M. Peterson était bien parti, mais le lycée avait répondu qu'elles étaient désormais sous scellé judiciaire. Il m'a même lancé un sourire en disant que, finalement, c'était plutôt une bonne nouvelle. Au moins, il ne pourrait de plus les effacer ni prétendre que les caméras étaient en panne. Le lendemain, il a envoyé en recommandé des courriers officiels de préservation aussi bien au rectorat qu'à l'agence de remplacement pour les forcer légalement à conserver tous les dossiers concernant Mademoiselle Blade, que ce soit ses formations ou d'éventuelles plaintes venues d'autres établissements. Il m'a expliqué que certaines boîtes perdaient miraculeusement les documents les plus gênants juste avant un procès, mais que cette fois, tout le monde risquait des poursuites pénales si quoi que ce soit disparaissait. Quelques jours plus tard, un éditorial du journal local m'a mise hors de moi. Son auteur dénonçait une soi-disant panique morale et présentait Mademoiselle Blade comme une victime de parents trop couverts. D'après lui, les allergies étaient largement exagérées de nos jours et les profs ne devraient pas être responsables du moindre pépin médical des élèves. Évidemment, les commentaires sur Internet sont partis dans tous les sens et c'est rapidement devenu un champ de bataille. Certains racontaient leurs galères personnelles avec les allergies et réclamaient carrément la prison pour Mademoiselle Blade, pendant que d'autres nous traitaient de reine du drame, à la recherche d'attention et d'indemnités faciles. Ma mère passait ses soirées à faire des captures d'écran des pires commentaires pour notre avocat, tandis que mon père tournait en rond dans la cuisine en s'énervant à haute voix. Les parents de Katie ont même dû changer de numéro après qu'un internaute l'a publié en ligne. La demande de documents initiée par Gray a finalement permis de déterrer des informations intéressantes. Il s'est avéré que Mademoiselle Blade avait déjà fait l'objet de 2 plaintes dans d'autres établissements, complètement passées sous silence. La première, il y a 3 ans, concernait un élève diabétique à qui elle avait refusé de vérifier sa glycémie, l'accusant d'en faire trop pour attirer l'attention, comme elle l'avait fait avec moi. Le garçon avait fini par s'évanouir et s'était cogné la tête contre un bureau. La seconde plainte, plus récente, venait d'un collège où elle avait interdit à une élève d'utiliser son inhalateur en pleine crise d'asthme. Les parents ont retiré leur fille de l'école dès le lendemain et avaient porté plainte, mais rien n'avait bougé. Gray a fait des copies de tous ces éléments et les a ajoutés au dossier, déjà bien épais. L'affaire a pris une nouvelle tournure quand un idiot de notre classe a balancé sur les réseaux sociaux que Mademoiselle Blade voulait nous tuer pour toucher une assurance vie. Il affirmait qu'elle avait souscrit des polices sur tous ses élèves, ce qui était complètement inventé et absurde. Le post est devenu viral avant qu'on puisse y faire quoi que ce soit, et on est soudain passé pour des complotistes complètement à côté de la plaque. Katie a réussi à faire retirer la publication, mais le mal était fait. Les médias nous ont affublés du surnom « les élèves qui crient au loup » et ont commencé à remettre en cause la crédibilité de notre histoire. Gray a dû publier un communiqué officiel pour expliquer que nous n'étions pas liés à ce poste et qu'il ne reflétait pas nos accusations réelles. 2 jours plus tard, FedEx a déposé à toutes nos adresses de grosses enveloppes venant de l'avocat de Mademoiselle Blade. Pourquoi le proviseur préférait-il garder le silence plutôt que de reconnaître qu'un élève avait failli mourir? Sa façon de parler de drame inutile me fait vraiment douter de ce qu'il cherchait à protéger. La réputation du lycée ou autre chose. Les lettres de mise en demeure nous menaçaient de poursuites pour diffamation si nous continuions à évoquer l'affaire. Elles nous accusaient de détruire sa réputation et de lui infliger une grande détresse émotionnelle avec nos soi-disant mensonges. Mes parents étaient au bord de la panique, mais Gray nous a réunis d'urgence dans son bureau. Il nous a expliqué que c'était de l'intimidation pure et simple, destinée à nous faire taire, mais qu'il fallait malgré tout redoubler de prudence sur tout ce qu'on postait en ligne. Plus aucun post sur les réseaux, pas d'interview sans moi, et surtout, on oublie les théories à dessous sur l'assurance. On s'est alors organisé, on a créé un Google Drive partagé pour regrouper toutes nos preuves. Mike s'est occupé de scanner chaque document, Sarah a pris en charge les dossiers médicaux et les notes des médecins, Katie a classé les témoignages de nos camarades, et de mon côté, je me suis chargée de reconstituer la chronologie précise des événements de ce jour-là. On avait même des dossiers pour les articles de presse, les captures d'écran des réseaux, les mails de soutien et l'amas grandissant de documents juridiques. Voir tout ça rassemblé et organisé rendait l'affaire plus tangible, un peu moins comme un cauchemar dont on ne sort pas. Mais les cours devenaient de plus en plus insupportables. Impossible de gérer mes crises d'angoisse. En cours de chimie, il a suffi que quelqu'un ouvre un paquet de fruits secs avec des noix pour que je perde complètement pied. Ma gorge s'est serrée alors que je n'avais rien mangé. Je n'arrivais plus à respirer. Le prof a dû appeler l'infirmière qui a appliqué mon nouveau protocole d'urgence. Désormais, j'avais le droit de quitter n'importe quel cours dès que je me sentais en danger, sans demander la permission. C'était d'une humiliation totale de
devoir sortir en courant, la classe entière braquée sur moi, hors d'haleine. L'infirmière m'a tendu un sac en papier pour que je retrouve mon souffle et a appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher plus tôt. J'ai raté le reste de la journée et j'ai dû repasser un contrôle que j'avais manqué. La semaine suivante, on avait la réunion du conseil d'administration qu'on préparait depuis des jours. Katie avait rédigé une déclaration de 3 pages et l'avait répétée encore et encore, mais au moment de s'approcher du micro, on lui a annoncé qu'elle n'aurait droit qu'à 3 minutes. Elle a tenté de lire plus vite, mais on l'a coupée net au milieu d'une phrase quand le temps est arrivé à son terme. Des parents dans la salle se sont mis à crier que tout cela n'était qu'un camouflage et qu'ils avaient, eux aussi, le droit de connaître la vérité. Une mère s'est levée en hurlant que son enfant, qui était dans la classe, faisait des cauchemars chaque nuit. Les agents de sécurité ont commencé à s'approcher de la foule, et le président du conseil a menacé de faire évacuer la salle si personne ne se calmait. 3 parents ont été raccompagnés vers la sortie, dont le père de Katie, qui filmait toute la scène avec son téléphone. Le conseil nous a assuré qu'il tiendrait compte de nos inquiétudes, mais on savait très bien que ça voulait surtout dire qu'il n'avait pas l'intention de bouger le petit doigt. On est tous ressortis de cette réunion complètement dépités, avec la certitude qu'ils se fichaient pas mal de ce qui nous était arrivé. Ensuite, on a enfin eu des nouvelles du bureau du procureur, mais elles n'avaient rien de rassurant. Ils ont appelé nos parents pour leur dire qu'ils attendaient encore les résultats définitifs des examens médicaux avant de décider s'ils lancèrent des poursuites ou non. Le procureur a expliqué que ça risquait de traîner des mois et que même si Madame Blade était mise en examen, elle pourrait très bien négocier un accord de plaidé coupable. Ils ont ajouté que ce genre d'affaires était compliqué à défendre parce qu'elle pouvait toujours prétendre qu'elle ignorait la gravité des allergies. Mon père était tellement furieux après cet appel qu'il a frappé son téléphone sur la table. L'écran s'est fendu. On avait tous la sensation d'être abandonnés par le système et que Tommy était mort pour rien. Mais là, Jasper a reçu un mail complètement inattendu qui nous a redonné un peu d'espoir. Quelqu'un qui avait travaillé avec Madame Blade dans une colonie de vacances il y a 10 ans a pris contact après avoir vu les infos. Cette personne racontait que Madame Blade avait l'habitude de se vanter que ses parents l'avaient guérie de son allergie aux chats en l'enfermant toute petite dans une pièce pleine de chats. Elle répétait cette histoire à tous ceux qui parlèrent d'allergie et affirmait que c'était la meilleure façon de s'en débarrasser. Le mail donnait même des dates et les noms d'autres animateurs qui avaient entendu ses propos. Jasper a tout de suite transféré le message à Gray et on l'a ajouté à notre dossier de preuves. Ça montrait bien que ces idées dangereuses ne dataient pas d'hier et qu'elle savait parfaitement ce qu'elle me faisait subir. Gray s'est servi de tous ces éléments pour déposer officiellement notre plainte civile contre Madame Blade et le district scolaire. On réclamait des indemnités pour les frais médicaux, le traumatisme et la mort de Tommy, dont les parents nous avaient rejoints comme partie civile. Le dossier faisait plus de 100 pages. Chaque détail y était exposé dans un jargon juridique implacable. En le lisant, je me suis vraiment rendu compte de la gravité de tout ça et à quel point nos vies avaient basculé à cause d'une simple remplaçante persuadée d'en savoir plus que les médecins. 2 jours plus tard, Katie m'a envoyé un lien qui m'a donné envie de balancer mon téléphone contre le mur. Madame Blade avait publié une vidéo de 20 minutes sur YouTube où elle jouait la victime et clamait haut et fort qu'on mentait tous sur ce qui s'était passé. Elle était installée dans son salon, pleurnichant à chaudes larmes, répétant qu'elle n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit et que la cancel culture était en train de ruiner sa vie. Les commentaires débordèrent de gens qui disaient que les jeunes étaient trop fragiles de nos jours et qu'elle servait de bouc émissaire pour un accident tragique que personne n'aurait pu empêcher. J'ai passé les 3 heures suivantes à vomir, pendant que ma mère me tenait les cheveux. Le district a convoqué une réunion d'urgence ce vendredi-là pour nous proposer à tous des arrangements à l'amiable, à condition qu'on garde le silence sur toute l'affaire. On nous a collé sous le nez des tas de papiers épais truffés de termes juridiques, mais en gros, ils voulaient nous payer pour qu'on n'en parle plus. Certains parents signaient déjà, parce qu'ils avaient besoin d'argent pour payer les soins ou la thérapie. J'ai vu ma mère jeter un œil au montant du chèque et calculer dans sa tête combien ça couvrirait de mes frais d'hospitalisation. D'autres parents hurlèrent que c'était de l'argent du sang et que le district voulait étouffer l'affaire avant la vraie enquête. Le père de Katie a carrément déchiré son offre devant tout le monde. La salle s'est scindée en 2 camps qui s'engueulaient, tandis que les avocats du district prenaient des notes en silence. C'est à ce moment-là que notre avocat, Gordon, a posé un dossier sur la table qui a coupé court à toutes les discussions. Les registres de formation révélèrent que Madame Blade avait séché un module obligatoire sur la gestion de l'anaphylaxie 3 ans plus tôt. Elle avait rempli un formulaire affirmant qu'elle avait déjà suivi une formation équivalente ailleurs, mais personne n'avait jamais vérifié. Le directeur du district est devenu livide en lisant ça. Gordon avait aussi retrouvé des mails où des administrateurs ignoraient des avertissements sur son comportement lors des réunions du personnel. Un prof avait écrit que Madame Blade semblait prendre un malin plaisir à exercer son autorité sur les élèves. Un autre message signalait des propos bizarres où elle affirmait que les allergies étaient inventées par les labos pharmaceutiques. Les avocats du district se sont alors mis à chuchoter entre eux avant de demander une suspension de séance. On est resté coincé dans la salle de réunion pendant 2 heures, pendant qu'il s'agitait dans une autre pièce au bout du couloir. Ce week-end-là, M. Peterson est venu chez moi pour me demander de lui parler en privé. Il s'est assis sur les marches du perron, incapable de me regarder dans les yeux, et il a fini par avouer qu'il nous avait vus par la fenêtre ce jour-là. Il a dit que le pouce levé de Madame Blade lui avait fait croire que tout allait bien, et qu'il lui faisait confiance parce qu'elle était enseignante.
Ses mains tremblaient pendant qu'il expliquait qu'il faisait des cauchemars à propos de Tommy et qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qui se serait passé s'il avait simplement ouvert la porte. Je lui ai répondu que sa culpabilité n'effaçait pas le fait qu'il avait décidé de partir alors que des enfants appelaient à l'aide. Il est reparti en pleurant, mais je n'ai rien ressenti pour lui. La semaine suivante, le rectorat a annoncé de nouvelles règles. Désormais, toutes les portes de classe devaient rester déverrouillées pendant les cours. Ils installaient aussi des stylos d'adrénaline d'urgence, bien visibles dans des boîtes rouges non verrouillées dans chaque salle. Le proviseur Barfield a convoqué tout le monde pour expliquer les nouvelles consignes, sans surtout mentionner la véritable raison de ces changements. Franchement, ça ressemblait à une maigre consolation après tout ce qu'on avait traversé. Les élèves faisaient encore des crises d'angoisse dans cette salle de classe, même après avoir changé tous les bureaux et repeint les murs. Jack a commencé à passer chez moi après les cours pour m'aider à préparer mes auditions. On s'installait à la table de la cuisine, il me posait des questions pour m'entraîner et j'essayais d'y répondre sans fondre en larmes ni exploser de colère. Il faisait vraiment preuve d'une patience incroyable chaque fois que j'avais besoin de souffler pour reprendre mes esprits. On avait fixé des limites pour éviter de mélanger nos ressentis et s'était promis de ne penser qu'à l'affaire, en laissant le reste de côté, jusqu'à nouvel ordre. Sa présence m'a beaucoup plus aidée que je ne l'aurais imaginé, même si l'ambiance entre nous restait un peu étrange. Ça a tenu jusqu'au moment où Daniel a tout fait capoter en balançant des captures d'écran de notre groupe privé à un blogueur pro Madame Blade. Il les avait trafiqués pour passer pour le héros et nous faire passer, nous, pour des gamins qui cherchaient juste à faire du bruit. Les messages ont circulé partout sur les réseaux. On nous accusait carrément d'être des acteurs de crise qui cherchaient à démolir la réputation d'une femme innocente. On a viré Daniel du groupe sur le champ, et sa réputation au lycée a pris une claque monumentale quand tout le monde a appris ce qu'il avait fait. Les élèves faisaient tomber ses affaires dans les couloirs, plus personne ne voulait s'asseoir à côté de lui à la cantine, même les profs le dévisageaient avec dégoût quand il entrait en cours. À ma séance suivante avec Emmett, on a bossé sur mon envie de foncer droit sur Madame Blade pour lui dire ses 4 vérités. Je rêvais que je débarquais chez elle pour la forcer à regarder en face ce qu'elle nous avait fait. Emmett m'a fait comprendre qu'aller devant la justice serait non seulement plus sûr, mais aussi bien plus efficace que de tout faire exploser maintenant. L'envie de tout envoyer valser s'est un peu calmée, même si elle ne m'a jamais vraiment quittée. Surtout les nuits où je me réveillais en sursaut après un cauchemar. L'enquête approfondie menée par Jasper Beckwith a enfin été publiée. Un article fleuve avec nos vrais prénoms qu'on avait accepté de donner. Il avait tout reconstitué dans le moindre détail, y compris la vue qui déclinait chez Tommy dans ses derniers jours et le mot laissé à ses parents. L'opinion publique a basculé du tout au tout quand les gens ont découvert la chronologie de la perte de vue de Tommy et son choix de tout arrêter plutôt que de vivre dans l'obscurité. Sa vidéo où elle pleurniche en disant qu'elle est la véritable victime alors que les parents de Tommy engagent une action en justice. On atteint des sommets d'auto-apitoiement là, qu'on lui donne une médaille d'or pour avoir réussi à passer totalement à côté du vrai problème. L'article a fait un carton, partagé des millions de fois, même par des personnalités connues. Les soutiens de Madame Blade se sont faits discrets, à part quelques complotistes affirmant que tout était inventé. C'est à ce moment-là que Gordon a déniché la pièce à conviction dont on rêvait. Les archives prouvaient que Madame Blade avait déjà fait un coup similaire 5 ans auparavant, dans une école à 3 quartiers d'ici. Elle avait enfermé des élèves pendant un exercice de simulation de tornade, soi-disant pour leur inculquer la discipline et le respect de l'autorité. Un élève avait fait une crise de panique et s'était évanoui, mais l'école avait préféré la pousser à la démission en douce pour éviter tout scandale. Il s'en était débarrassé discrètement en lui donnant des références neutres sans jamais mentionner l'incident. Le responsable RH du secteur voisin a reconnu sous serment qu'il cherchait juste à s'en débarrasser, peu importe dans quelle école elle finirait. 2 jours après cette déposition, les partisans de Madame Blade ont retrouvé notre trace sur Internet. Mon téléphone s'est mis à exploser de messages m'accusant de mentir et de vouloir attirer l'attention, pendant que Katie recevait carrément des menaces de mort sur Instagram. Gray Bellamy nous a dit de tout garder en capture d'écran et de surtout ne pas répondre. Les messages ont continué de pleuvoir pendant des semaines. Des gens disaient qu'on avait détruit la vie d'une prof innocente, que Tommy s'était suicidé parce qu'il était faible, pas à cause de ce qui s'était passé. J'ai dû bloquer plus de 40 comptes, mais d'autres revenaient sans cesse. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvée assise dans une salle de réunion pour ma déposition, face à l'avocat de Madame Blade qui m'a cuisiné pendant 4 heures non-stop. Il reformulait toujours les mêmes questions, essayant de me piéger ou de me faire avouer que j'en rajoutais. Je me suis tenue au fait, en décrivant précisément comment j'avais rampé par terre, le sang qui coulait de mon nez, ma gorge qui se serrait. Madame Blade était assise juste en face de moi tout du long, et quand j'ai raconté que je ramais à 4 pattes, elle a blêmi au point que son avocat a demandé une pause. 2 mois plus tard, le procureur nous a appelés pour nous annoncer qu'il lançait des poursuites pénales. Madame Blade a été inculpée pour 2 chefs de mise en danger délibérée d'enfants et un chef de séquestration. Elle est arrivée en tailleur gris pour se donner un air irréprochable, mais ça ne l'a pas empêchée de repartir menottée, malgré son plaidoyer de non-culpabilité. Le juge a fixé sa caution à 50 000 $, qu'elle a payé dans la foulée, mais l'avoir menottée, c'était notre première vraie victoire. Les avocats du rectorat ont alors proposé une indemnisation bien plus conséquente, couvrant tous nos frais médicaux et 5 ans de thérapie. Le montant était énorme, mais il fallait accepter une clause de confidentialité qui nous interdisait d'en parler, sauf à propos des changements de politique.
Katie et moi avons passé 3 jours à négocier pour pouvoir intervenir dans les écoles sur la sécurité des allergies et demander des formations dignes de ce nom. Il refusait, jusqu'à ce qu'on menace de tout rejeter et d'aller au procès. Les avocats ont finalement cédé, ajoutant l'exception qu'on voulait, plus un fonds au nom de Tommy. L'école a organisé une assemblée obligatoire la semaine suivante, avec une minute de silence pour Tommy, mais la moitié des élèves étaient sur leur portable et certains chuchotaient qu'on en faisait des tonnes. Il y en a même un qui a lancé tout haut que Tommy était de toute façon sûrement dépressif et qu'on se servait de ça comme prétexte. Je suis sortie précipitamment et j'ai vomi aux toilettes, pendant que Katie restait pour tout filmer sur son téléphone. Le mois suivant, le Conseil d'éducation de l'État s'est réuni et a voté à l'unanimité la révocation définitive du certificat d'enseignement de Madame Blade. Sa radiation a été affichée dans la base de données publique, histoire qu'aucune école ne puisse l'embaucher à l'avenir. Même le privé ou les cours particuliers lui étaient fermés, puisqu'elle était désormais interdite d'exercer auprès de mineurs. C'est à ce moment-là qu'elle a attaqué le district en justice pour licenciement abusif, soutenant qu'elle servait de bouc émissaire pour faire oublier les carences de l'institution en matière de formation et de contrôle. Dans sa plainte, elle nous traitait d'enfants manipulateurs qui avaient tout orchestré pour attirer l'attention et ruiner sa carrière. Je suis tombée dessus par hasard sur Internet à 2h du matin et j'ai tout dévoré. Chaque page où elle posait en victime et nous dépeignait comme des gamins sournois qui avaient prémédité leur coup. Emmett m'a retrouvée en larmes. Effondré par terre dans ma chambre à 4h, il m'a retiré mon ordinateur portable et m'a fait promettre de ne plus rien lire sur tout ça en ligne. Il a installé des bloqueurs sur mes appareils et m'a aidé à trouver une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés à l'autorité. On a vu les avocats une dernière fois pour signer les papiers de l'accord, avec tous nos amendements inclus. L'argent devait couvrir tous les soins médicaux et des années de thérapie, et on avait encore le droit de parler de ce qui s'était passé, du moment qu'on restait centré sur la sécurité et pas sur une attaque frontale contre le district. Ce n'était pas la justice parfaite, évidemment, rien ne ramènerait Tommy, mais au moins on avait obtenu quelque chose de concret, à force de s'accrocher. Ce soir-là, Katie a ouvert son ordi et s'est lancée dans la rédaction d'une déclaration de mission pendant que Sarah dressait la liste de toutes les réunions du conseil scolaire de l'État. Jack a griffonné un logo avec les initiales de Tommy dans une croix médicale et moi, j'ai commencé à noter tout ce qu'on voulait changer dans les protocoles d'urgence à l'école. La semaine suivante, on a déposé les papiers pour créer une asso officielle, la loi Tommy, et ouvert des comptes sur les réseaux sociaux qui ont attiré des milliers d'abonnés en quelques jours à peine. La première réunion du conseil scolaire était à 3 villes d'ici. On y est allé dans le monospace de la mère de Sarah, une boîte de tracts sur les genoux, le cœur battant comme jamais. J'ai pris la parole à la tribune pour raconter comment j'avais vu les yeux de Tommy se fermer pendant que notre prof se goinfrait de cacahuètes en se moquant de nous. Katie leur a montré la vidéo qu'un élève avait filmée sur son téléphone avant que la prof ne la lui confisque. Sarah a égrené les chiffres sur le nombre d'enfants qui meurent chaque année de réactions allergiques à l'école. Jack a présenté notre projet, imposer des armoires médicales déverrouillées et des formations d'urgence trimestrielles pour tout le personnel. Le conseil a voté oui sans hésiter, et il y avait des parents en larmes dans la salle. Ce mois-là, on a fait 12 autres districts et tous ont adopté nos réformes de sécurité. Les médias locaux ont relayé notre histoire et, très vite, des écoles d'autres régions nous ont contactés pour savoir comment mettre en place la loi Tommy. On a pris la parole lors d'un congrès national de l'éducation où j'ai dû quitter la scène 2 fois pour aller prendre mon inhalateur parce que rien que d'en parler, ça me serre encore la poitrine. La mère de Sarah nous conduisait partout, préparait des sandwichs pour la route et n'a jamais râlé pour l'essence. Katie faisait un suivi de toutes les écoles qui adoptèrent nos protocoles et au bout de 3 mois, on en comptait plus de 200. Jack a décroché des rendez-vous avec des députés qui ont commencé à plancher sur de vraies lois pour former le personnel aux allergies. J'ai témoigné devant le Parlement régional, mon épipène dans la poche et les mains tremblantes du début à la fin. 6 mois plus tard, je vérifie chaque étiquette 2 fois avant de manger quoi que ce soit et je trimballe 3 épipènes dans différentes poches. Ma psy me dit que les cauchemars avec les lèvres bleues et la mousse finiront par s'atténuer, mais il m'arrive encore de me réveiller en suffoquant. Le procès de Madame Blade débute le mois prochain et le procureur assure qu'on a un dossier solide pour négligence criminelle et séquestration. Les parents de Tommy nous ont envoyé une lettre pour nous remercier de tout ce qu'on a fait, mais sa mère n'a pas pu retenir ses larmes lors de la cérémonie en sa mémoire la semaine dernière. Je ne suis plus submergée par la colère, mais elle est toujours là, tapie, quand je vois du beurre de cacahuète dans les rayons ou que j'entends des profs râler sur les parents trop inquiets. On n'a pas pu ramener Tommy, mais on a veillé à ce que Madame Blade ne puisse plus jamais faire de mal à un autre enfant. Franchement, merci d'être resté avec moi et d'avoir creusé tous ces sujets aujourd'hui. C'est toujours un drôle de voyage, de s'asseoir ici pour se poser toutes ces questions ensemble. J'ai déjà hâte de remettre ça la prochaine fois. Si tu es allé jusqu'au bout, laisse-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire.